Et on se retrouve pour la suite de ces 9e assises numériques dédiées aux diagnostics immobiliers. Pour rappel, ces diagnostics sont des évaluations techniques obligatoires pour la vente ou la location d'un bien immobilier. Ils font partie de la gestion quotidienne des administrateurs de biens pour assurer la conformité des biens qu'ils administrent. C'est en 1996 que les premiers diagnostics ont vu le jour avec la loi Carrez, applicable dès l'année suivante en 1997. Depuis, la matière n'a cessé d'évoluer. Le législateur est lui aussi venu enrichir la liste des diagnostics obligatoires. D'année en année, ils ont gagné en technicité afin de garantir aux futurs propriétaires ou locataires une protection accrue. Alors le plus connu d'entre eux, c'est bien sûr le DPE, né en 2006 pour les ventes immobilières et étendu aux locations en 2007, avec 2 grandes réformes en 2013 et 2021. Il s'agit bien souvent d'un diagnostic mal compris par les propriétaires. Les administrateurs de biens ont donc pour mission de les informer et de les accompagner dans le dédale de ces diagnostics. Alors, quelles sont les problématiques rencontrées justement par les commissaires de justice, administrateurs de biens du fait des nouvelles réglementations? Émilie Ropers et Stéphanie Courtois sont avec nous pour en parler. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes toutes les deux commissaires de justice et vous allez tenter de nous éclairer sur ces questions. Oui, alors il est vrai que bien souvent les bailleurs sont démunis face à la complexité actuelle de ces diagnostics. Ils n'ont souvent pas conscience de la nécessité d'avoir un dossier technique complet, ni des conséquences des anomalies qui peuvent être relevées par les techniciens. Aussi, il nous appartient à nous, commissaires de justice, en qualité de professionnels du droit et de l'immobilier, d'aiguiller au mieux nos mandants pour les accompagner sur ce chemin, et notamment dans les travaux à effectuer et être vigilant quant à la durée de validité de certains diagnostics. La matière est notamment sujette à un contentieux important et l'on constate bien souvent, malheureusement, lors de la mise en gestion d'un lot, que le dossier est incomplet, voire inexistant dans certains cas. Il nous appartient d'avoir un gros travail de pédagogie auprès de nos clients, parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la flambée du coût de l'énergie, les locataires sont très sensibles à ce point et vont baser leurs critères de recherche sur la classe énergétique d'un logement. Par expérience, lors de l'interdiction des chaudières à fioul, j'ai eu bien des mots à louer une maison pourvue d'une chaudière fioul. Bien souvent, on ne passait même pas l'étape de la visite. La question revenait inlassablement de savoir si ce mode de chauffage allait être changé, si les travaux étaient prévus. Répondant par la négative, on ne passait pas la barrière de la visite. Et puis, d'autant plus que les locataires vont aussi être sensibles à ce point parce qu'on touche au portefeuille et il m'est arrivé dernièrement, en qualité de commissaire de justice, d'être consulté par un locataire désireux d'assigner en justice son propriétaire, puisque lors de la conclusion du bail, il n'avait pas eu connaissance du DPE et estimait avoir une consommation énergétique trop importante et souhaitait en faire supporter le coût par son propriétaire et exiger des travaux de rénovation. Alors Stéphanie Courtois-Le Fur, quelles sont les obligations relatives à cette problématique des diagnostics? Alors déjà depuis longtemps, les diagnostics doivent être annexés obligatoirement au bail lors de sa signature pour permettre d'informer le locataire des caractéristiques du logement qu'il va louer et pouvoir évaluer si il correspond aux normes en vigueur. Il faut faire très attention parce qu'il y a eu un changement dans les réglementations. Donc il faut que nous vérifions systématiquement que les diagnostics qui ont pu nous être remis par nos mandants il y a déjà quelque temps soient suffisamment à jour, soient complets et pas erroné. En fait, on engage notre responsabilité si on signe un bail pour le compte de nos propriétaires avec des manquements ou des défauts de complétude. Un bail peut être annulé, un loyer peut être revu à la baisse. Donc ça peut être lourd de conséquences et on engage notre responsabilité en tant que professionnel. Ensuite, vis-à-vis du propriétaire, avec les nouvelles réglementations, il va falloir leur annoncer que les diagnostics qu'ils ont effectués il y a quelques années doivent être soit
complété, soit refait. Donc on a un devoir d'information, un devoir d'explication. On doit mettre en avant la nécessité au niveau du propriétaire, lui rappeler ses obligations de s'y conformer, et en même temps tout ce qu'il doit mettre en œuvre pour pouvoir mettre son bien en location. Donc on a un rôle de communication important, on doit aussi les rassurer. Pour ça, c'est un domaine qui est assez complexe. On s'est formé, ce n'est pas notre cœur de métier, le diagnostic. Donc lorsqu'on a créé le groupement il y a maintenant plus de 10 ans, nous sommes tournés vers la société Exim, qui est un réseau en fait national de diagnostiqueurs indépendants. Et ce partenaire est devenu le partenaire historique du groupement pour les diagnostics. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme intervenant représentant Exim, Monsieur Christian B. Je m'en doutais, excusez-moi, qui est directeur technique national. Voilà, donc bonjour à vous, bonjour. Christian B, bienvenue sur ce plateau. Vous faites donc partie de ce réseau Exim, qui est effectivement un réseau national spécialisé dans les diagnostics immobiliers. Alors d'abord un mot sur le calendrier. 1er septembre 2024, les commissaires de justice, administrateurs d'immeubles auront la possibilité donc de pratiquer l'entremise immobilière. Ils seront amenés à faire réaliser concrètement des diagnostics pour la vente. Qu'est-ce qui diffère concrètement des diagnostics locatifs et quelles sont les conséquences juridiques, surtout en cas d'anomalie? Alors c'est plus une différence juridique que technique, puisque dans la majorité des cas, les diagnostics sont réalisés de la même manière, la technicité est la même. C'est surtout une durée de validité qui peut être différente, et puis les obligations qui sont liées à ces diagnostics. En location, en général, lorsque des anomalies sont constatées, pour que le bâtiment le lot plutôt soit considéré comme décent, il faut que les anomalies soient éliminées. Alors que dans la transaction immobilière, c'est une transmission d'informations, c'est ce qu'on appelle un transfert de responsabilité juridique. Et là, le vendeur n'a l'obligation que de transmettre l'information de la présence d'anomalies, à charge à l'acquéreur de s'en faire c'est à lui de décider ce qu'il en fera au moment où il aura acheté le bien. Et il y a aussi donc une durée de validité, c'est-à-dire que la majorité des diagnostics à la vente ont une durée de validité assez courte. En général, en tout cas pour le gaz et l'électricité, c'est 3 ans. Pour le diagnostic plomb, si du plomb a été découvert, c'est 1 an. Et là, il y a vraiment une obligation de revisite à ce moment-là pour vérifier qu'il n'y a pas eu de dégradation du bâti, qu'il n'y a pas eu dégradation des peintures plombées, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plus juridique que technique. Là, il y a aussi une différence, c'est que dans la partie locative, on ne parle pas du tout de diagnostic amiante, alors que dans l'avant-vente, c'est un des diagnostics les plus importants, hormis le DPE, sur la partie sanitaire et les risques sanitaires liés à l'amiante. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les diagnostics obligatoires, leur durée de vie aussi et les prochaines évolutions du DPE? Alors, il y a 7 domaines de diagnostic. Il y a le plomb. Donc, c'est tous les bâtiments construits avant les logements construits avant 1948. L'amiante, donc là, encore une fois, il y a une date butoir, c'est toutes les constructions dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 97. Ensuite, il y a le diagnostic gaz et le diagnostic électricité. Ils sont très liés tous les deux. Il faut que l'installation ait plus de 15 ans pour que le diagnostic soit réalisé. Donc, il y a le principe du consuel ou du caligaz qui peut donner des informations à ce sujet-là. Et donc pour le reste, ensuite on a le diagnostic thermite. Donc là, c'est la différence, c'est que ce sont des arrêtés soit communaux, soit régionaux, soit départementaux qui mettent en place l'obligation de le réaliser, qui donnent une information sur soit le fait que des termites ont pu transiter dans le bien, ou qu'il y a effectivement des termites de présent. Donc là, c'est plus ce genre de choses-là. Il y a donc la loi Carrez. La loi Carrez à la vente, c'est une obligation pour tout lot de copropriété. Et je crois que j'ai fait le tour. Plomb, amiante, DPE, gaz, électricité, thermite et Carrez. Oui, c'est ça. Stéphanie Courtois-Le Fur, vous avez rappelé que les nouvelles réglementations nécessitent de compléter ou refaire des diagnostics. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel moment de la vie d'un bail les diagnostics périmés doivent être actualisés? Donc, on va distinguer 2 périodes. Il y a d'abord lorsque l'on signe un nouveau bail ou qu'on renouvelle un bail. À ce moment-là, il est certain qu'avec les nouvelles dispositions qui sont rentrées en vigueur, il va falloir refaire les diagnostics.
Ça dépend effectivement pour les DPE de leur période de validité, mais on arrive à la dernière échéance de la validité des diagnostics qui ont été effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021. Effectivement, ils sont valables jusqu'à la fin de l'année, mais comme il va falloir compléter de toute façon les diagnostics que l'on avait avant dans nos dossiers, on va conseiller à nos propriétaires d'en profiter pour revoir également les DPE. Ensuite, concernant les baux en cours et les baux en tacite reconduction, la problématique est différente puisque normalement, on n'est pas obligé d'annexer de nouveaux baux, de nouveaux diagnostics. Je vais y arriver, excusez-moi. C'est à ce moment-là au locataire, s'il souhaite refaire un diagnostic, de faire la demande à son propriétaire, mais celui-ci n'est pas obligé de le faire si le diagnostic est encore valable. Dans le cas de la tacite reconduction, le ministère s'est prononcé sur une volonté, bien que le propriétaire n'ait pas l'obligation d'anticiper et de refaire un diagnostic, néanmoins, il doit rendre un logement décent qui répond à des conditions de validité énergétique. Et à ce moment-là, il a l'obligation de refaire un DPE. Émilie Ropers, les administrateurs de biens ont l'obligation, on le sait, de faire apparaître donc certaines mentions dans les annonces de recherche de locataires ou d'acquéreurs. D'ailleurs, quelles sont ces obligations et quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect? Alors cela concerne les commissaires administrateurs de biens, mais aussi l'ensemble des professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire que le code de la construction et de l'habitation, dans son article L126-33, prévoit que les annonces doivent reprendre certaines mentions du DPE et les mentions doivent être lisibles, comporter des étiquettes en couleur, notamment pour ce qui va être des annonces en vitrine et dans des annonces qui vont figurer sur nos sites internet et les différents sites de petites annonces en ligne. Ce qui est différent pour la presse écrite où là on est dispensé de la couleur. Ces annonces doivent indiquer les lettres de l'échelle de classement énergétique et climatique. Ces lettres doivent être en majuscules et la taille des caractères doit être au moins égale à celle des caractères de l'annonce. Donc c'est vraiment précis. On ne va pas écrire ça en tout petit à la fin de l'annonce de manière à ce que ce soit un petit peu caché si la classe n'est pas très favorable. Il faut vraiment respecter ce formalisme. Et notamment sur les logements énergivores, c'est-à-dire que les logements qui seront classés F ou G, il faudra là le faire apparaître en caractère apparent la mention logement à consommation énergétique excessive. Et nous devrons indiquer également le montant des dépenses théoriques, ainsi que l'indice annuel de l'année de référence et qui a servi de base pour établir cette échelle. Donc c'est vraiment précis. On constate malheureusement, nous en parlions tout à l'heure, qu'il y a encore trop de propriétaires qui se dispensent de ces mentions. On trouve encore beaucoup d'annonces totalement vierges en matière de consommation énergétique. Et pourtant, les sanctions sont importantes. C'est-à-dire que si la mention est fausse ou erronée, le locataire peut demander à son propriétaire des dommages et intérêts et il peut aller plus loin, il peut demander même l'annulation du bail. Alors, entre nous, c'est très rare, hein, c'est à la marge, mais il faut l'avoir à l'esprit que c'est possible. Et les sanctions pour un bailleur professionnel, l'amende peut aller jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour un bailleur personne morale. 15 000 €, on commence à atteindre des sommes importantes. Donc, soyez vigilants sur vos annonces. Et en ce qui concerne les copropriétés, Christian Bay, quelles sont les obligations pour le syndic ? Ce sont des choses qui sont... Les diagnostics sont un peu différents. C'est-à-dire que là, on s'adresse surtout aux parties communes de l'immeuble. En tout cas... Un propriétaire de lot a l'obligation de réaliser les mêmes diagnostics qu'un propriétaire de biens individuels. Mais en plus de ça, il doit y avoir une série de diagnostics réalisés sur les parties communes. Donc le plus connu, encore une fois, c'est le diagnostic plomb et le diagnostic amiante, qu'on appelle le DTA. Donc je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc il y a une gestion à avoir. Il faut que ce DTA soit à jour au moment de la vente d'un des lots de copropriété. Et concernant le plomb, c'est un diagnostic qui est fait une seule fois, dans lequel on indique la présence ou pas de plomb, l'état de dégradation des peintures concernées, et le syndic de copropriété doit à ce moment-là mettre en place des travaux si nécessaires pour maintenir hors classe 3. Donc hors classe 3, ça veut dire qu'il ne faut pas que des peintures dites plombées soient écaillées ou puissent transmettre de la poussière ou des écailles.
Donc, il n'y a pas l'obligation de retirer ces peintures, ça c'est pas nécessaire, mais il faut que ce soit au minimum un classe 2, c'est-à-dire des petits éclats, des petites casses, mais il ne faut pas que ça soit émetteur de poussière. Et donc ensuite, il y a aussi le DPE à l'immeuble maintenant, qui a été mis en place, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, et qui est une obligation depuis le début de l'année, là, et qui permet surtout à une copropriété de pouvoir temporiser les obligations de travaux au niveau justement de l'économie d'énergie. Donc il s'agit du DPE collectif. Le DPE collectif. C'est bien ça. Alors que comporte-t-il exactement et quelles sont les conséquences aussi pour les immeubles les moins bien notés? Alors il y a deux choses. Il y a un DPE à l'immeuble et va être réalisé de la même manière qu'on faut imaginer un DPE réalisé sur une énorme maison. Voilà. C'est-à-dire qu'on va cumuler l'intégralité des parties privatives de l'immeuble. On va vérifier les parties communes si elles sont chauffées ou pas. Et donc ce DPE va considérer l'enveloppe du bâtiment dans sa globalité et non pas les parois d'un lot ou de... Voilà. Et donc va donner un classement sur l'immeuble complet. Parce qu'on a beaucoup de difficultés à l'heure actuelle au niveau des DPE au lot qui correspondent aux petites surfaces qui sont souvent très très mal notées. Et donc le DPE à l'immeuble peut temporiser les problématiques de ces petits lots. Oui, il concerne les immeubles donc en monopropriété et les copropriétés de plus de 200 lots. Oui, c'est ça, les deux. Et c'est bien ça. Donc, on le sait, la rénovation énergétique est bien sûr au cœur de l'actualité pour réduire les gaz à effet de serre. Depuis le 1er avril 2023, les logements donc classés F ou G, dits passoires énergétiques, donc doivent faire l'objet d'un audit énergétique. À quoi sert cet audit et quelles sont les missions de l'auditeur ? D'abord, une petite précision à apporter sur l'histoire de l'étiquette. L'étiquette a été modifiée en 2021 et maintenant on parle de l'étiquette climat. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de deux étiquettes. C'est-à-dire avant il y avait l'étiquette énergie et l'étiquette gaz à effet de serre. Maintenant, le législateur a demandé que la moins bonne des valeurs devienne la valeur de référence. Si vous avez un classement énergétique qui va être en D, par exemple, qui est pas trop mal énergétiquement, mais si vous avez un classement en F, en gaz à effet de serre, l'étiquette qui apparaîtra sera en F. Donc c'est ça, c'est important à retenir parce que les travaux à ce moment-là sont à cibler sur ce qui est le plus énergivore des deux. Donc l'audit énergétique, en fait, on part de la base du DPE. Le DPE, lui, donne une information sur l'état énergétique du bâtiment. Et face à ça, on propose un audit énergétique qui va prendre en compte les travaux nécessaires à réaliser, mais qui va prendre en compte aussi ce qu'on appelle les travaux induits. C'est-à-dire tout ce qui peut être autour de cette rénovation énergétique. Si on doit démonter des cloisons, si on doit... ça doit être pris en compte dans un audit. Donc le coût n'est pas exactement le même. Et donc la hiérarchisation des travaux n'est pas exactement les mêmes. Et ça donne vraiment une différence. Dans le DPE, on va donner, par exemple, si on a un DPE, on va donner des scénarios de travaux, c'est-à-dire on va donner un premier scénario en disant voilà ce qu'on peut faire, et un second scénario en disant voilà ce qu'on peut faire, alors que dans l'audit, on prend un seul et unique scénario qui part de l'état actuel du bâtiment en l'amenant au plus haut possible, c'est-à-dire en B, et on va faire d'abord une proposition en faisant ce que moi j'appelle le one-shot, c'est-à-dire qu'on fait tous les travaux pour arriver à cette classification, ou alors une succession de travaux, donc du step-by-step dans ce cas-là, pour pouvoir arriver à au même résultat énergétique. C'est un choix après de la copropriété de se lancer soit dans des travaux lourds en une seule fois, ou une série de travaux successifs. Christian B, merci à vous pour vos précisions. Merci également à vous, Émilie Repers, et à vous, Stéphanie Courtois-Le Fur. On va justement s'intéresser à présent à la rénovation énergétique des logements et des copropriétés. Et avant de commencer cette nouvelle séquence avec nos intervenants, je vous rappelle donc quelques éléments et chiffres clés. La loi portant lutte donc contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience, a été promulguée le 24 août 2021. Elle est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. C'est l'État français qui a élaboré le plan climat, objectif donc sortir des énergies fossiles et s'orienter vers la neutralité carbone. Le bâtiment résidentiel
résidentiel et tertiaire est le secteur le plus consommateur en énergie, 45% de l'énergie finale. Le gouvernement a donc mis en place une stratégie nationale bas carbone avec des buts très clairs pour le secteur. D'abord, dans le cadre du résidentiel existant, l'objectif est que l'ensemble du parc soit BBC, bâtiment basse consommation, d'ici à 2050, ce qui représente 500 000 rénovations performantes par an. Il y a de nombreuses aides et nous allons tenter d'y voir plus clair. D'abord avec vous, Thomas Vigneron, bonjour à vous, bienvenue bonjour. Sur ce plateau. Vous êtes ingénieur chargé de mission copropriété à la CPIE, partenaire France Rénov'. Alors quelles sont vos missions et qu'est-ce que le dispositif France Rénov'? Alors France Rénov', c'est une marque nationale qui rassemble sous son enseigne l'ensemble des espaces conseils France Rénov' qui maillent le territoire. Nous portons une mission de service public, donc on donne des conseils neutres, gratuits et indépendants aux porteurs de projets sur tout ce qui a trait à la rénovation énergétique. Donc par exemple, ça peut être la législation, les aides financières, des conseils techniques, aide à l'analyse de devis, mise en relation avec des professionnels. Et qu'est-ce que la CPIE ? La CPIE, donc, c'est une association loi 1901 et c'est l'espace conseil France Rénov' du pays d'Aix-en-Provence, donc à peu près un tiers du département 13. Thierry Solos, bonjour à vous. Vous êtes donc commissaire de justice, administrateur d'immeubles et vous exercez depuis de nombreuses années l'activité de syndic de copropriété. Vous êtes d'ailleurs le référent copropriété au sein du groupement et vous dispensez des formations pour exercer cette activité. Quelle est aujourd'hui donc votre principale problématique en matière de rénovation énergétique ? La principale problématique, c'est l'inquiétude des copropriétaires qui ont des logements qui ne sont pas forcément très bien isolés, qui sont anciens. À cela, vous rajoutez l'augmentation du coût de l'énergie et vous avez des inquiétudes. Ils ont du mal à cerner la problématique, comment améliorer l'isolation et la performance énergétique de leurs bâtiments. Et donc, en tant que syndic de copropriété, on doit répondre à leurs attentes et on a aussi une obligation de conseil qui nous oblige à aborder ces problématiques qui sont complexes. Et je dirais qu'aujourd'hui, les immeubles les plus catastrophiques, ce sont ces immeubles des années 60, construits sans aucun souci d'isolation, et souvent avec des chauffages collectifs qui sont peu performants, et on imagine des travaux. On ne sait pas vraiment par quel bout commencer parce que c'est tout l'immeuble qui est à reprendre. On va prendre par exemple un immeuble clé qui nous suivra durant toute cette séquence, oui. Donc un immeuble construit en 1960. 20 logements, une chaufferie collective fuel, aucune isolation, un toit terrasse. C'est ce qu'il y a plus énergivore aujourd'hui dans ce que j'ai à gérer. Thomas Vigneron, peut-être des précisions sur cette problématique liée à la rénovation énergétique de cet immeuble des années 60 ? On peut préciser que le législateur renforce de plus en plus l'arsenal législatif vis-à-vis de cette rénovation énergétique des bâtiments. Typiquement, par exemple, en ce moment sort la législation sur le 3PT, le projet de plan pluriannuel de travaux, et le DPE collectif, qui ont contraint de plus en plus les copropriétaires à faire des travaux. Alors le non-respect de ces obligations par la copropriété et par le syndic est-il sanctionné ? Alors directement non, mais le non-respect de ces obligations peut après avoir des conséquences pour les copropriétaires, notamment par exemple cela peut entraîner, si on parle des 2 documents dont j'ai parlé juste avant, une possible entrave à la vente. Robert Sicuto, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous exercez donc, quant à vous, l'activité de gestion locative. Vous êtes également concerné par ces sujets de rénovation énergétique. Quelles sont vos obligations en qualité de gestionnaire d'un lot de copropriété et quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations pour le propriétaire ? Alors, nous, nos obligations, ça va être dans un premier temps une obligation de conseil, bien évidemment, et d'accompagnement du propriétaire. Car aujourd'hui, par rapport au classement de ces lots de copropriété, il va y avoir une incidence sur, aujourd'hui, depuis août 22, ils ne peuvent plus, sur les catégories F et G, on ne peut plus augmenter le loyer, donc gel des loyers. Et dans un futur très proche, c'est-à-dire le 1er janvier 25, les lots de catégorie G ne pourront plus être proposés à la location. Donc il y a pour nous une obligation d'accompagner nos propriétaires pour qu'ils aillent justement chercher des solutions de rénovation énergétique pour remonter dans une catégorie supérieure et pouvoir augmenter leur loyer, voire louer leurs biens, car ils ne pourront plus le faire
pour la première catégorie en janvier. Et ça va aller progressivement, ça va remonter. Voilà. Et Thierry Solos, comment mettre en œuvre cette obligation et comment France Rénov peut-elle aider la copropriété, le syndic ? Alors, moi, ce que j'espère et que j'attends de France Rénov, ce sont une expertise, des analyses de la qualité du bâtiment, des solutions techniques et des accompagnements pour la réalisation de ces différents diagnostics, parce que c'est complexe. On a beau être syndic de copropriété, on connaît le bâtiment, on sait le gérer, mais là, on est dans des phases de travaux, on n'est pas architecte en tant que syndic. On sait réparer, entretenir, on sait faire, mais rénover, ça n'est absolument pas du tout notre cœur de métier. Et après, il faut identifier les travaux les plus performants et les plus efficients. Et justement, Thomas Vigneron, comment France Rénov peut intervenir pour aider la copropriété et le syndic ? Alors, on peut, comme disait Maître Sellos, on peut aider à préqualifier le projet dans un premier temps avec le conseil syndical et le syndic. Puis, on peut aider la copropriété à obtenir des devis d'entreprises qualifiées, que ce soit en leur remettant une liste de professionnels référencés ou en allant plus loin, donc en les aidant par exemple à consulter via un cahier des charges. Peut-être une petite clarification. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre le DPE copropriété, le DTG et le PPT ? Alors le DPE, qui signifie Diagnostic de performance énergétique, c'est un document qui permet de classer le logement sur une étiquette de A à G en fonction de sa performance énergétique et de son émission de gaz à effet de serre, en décorrélant ce classement du comportement de l'occupant. Donc c'est basé sur des hypothèses de calcul qui sont normées. Vous avez le DPE collectif qui, lui, est exactement la même chose, mais à l'échelle de l'immeuble. Ensuite, vous avez donc le 3PT, donc le projet de plan pluriannuel de travaux. Donc c'est un document qui est obligatoire pour les copropriétés et qui va identifier alors, à la fois les travaux d'économie d'énergie, mais également tous les travaux de sauvegarde de l'immeuble ou qui permettent d'assurer la sécurité et la santé des occupants, et qui va présenter ces travaux en fonction de leur coût, de leur gravité ou urgence et éventuellement des gains énergétiques qu'ils permettent de faire, et le présenter sous la forme d'un échéancier sur 10 ans. Et le DTG, qui signifie Diagnostic Technique Global, qui n'est pas obligatoire, sauf pour la mise en copropriété des bâtiments d'habitation de plus de 10 ans. Lui, il est très similaire au 3PT, dont j'ai parlé juste avant, à la différence qu'il va aussi s'attacher à la gestion de l'immeuble et au respect de la réglementation vis-à-vis du Code de la construction. Alors, on va reprendre l'exemple de cet immeuble construit en 1960 avec vous, Thierry Solos. L'étude que vous avez établie pour cet immeuble met en évidence, bien sûr, des travaux nécessaires pour l'améliorer. Est-ce qu'il faut tout réaliser ? Alors, c'est la problématique, en fait, puisque quand on a les résultats, on se retrouve avec une masse de travaux qui vont de l'isolation par l'extérieur, l'isolation des combles, les remplacements de fenêtres, et vous avez face à vous des copropriétaires qui n'ont pas des financements infinis. Donc, il faut déterminer, je dirais, les travaux les plus opportuns, les plus urgents. Et alors, en tant que syndic, on a déjà un petit peu d'avis sur la question. Je dirais, les remplacements de chaudières, par exemple, passer d'une chaudière fuel à une chaudière gaz à condensation, on va réaliser des économies importantes. Un système de décomptage de chauffage, on va responsabiliser les gens. Et au départ, je n'y croyais pas, mais c'est vrai qu'on a eu des baisses de consommation qui ont été jusqu'à 20% sur ce genre d'équipement, puisque les gens vont fermer le robinet du chauffage plutôt que d'ouvrir la fenêtre, puisque de toute façon, avant, ils n'étaient pas responsables, il n'y a pas beaucoup d'incidence sur leur consommation. Vous avez ça, après, vous avez l'isolation de combles qui sont très très efficaces et peu coûteuses, et ensuite, beaucoup d'autres travaux, comme les remplacements de fenêtres, l'isolation par l'extérieur, et savoir qu'est-ce qui est le plus judicieux, là, ça dépasse un peu nos compétences techniques. Là, ce que je vous expliquais, c'est les travaux qu'on a déjà réalisés dans les immeubles qu'on gère, mais après, il y a la suite, et la suite, ce sont généralement des travaux très, très, très coûteux. Et je dirais qu'une chaudière, vous la remplacez quand elle est à bout de course. Isoler la façade, voilà, ça c'est un choix, c'est de l'esthétique, c'est vraiment des décisions lourdes de conséquences. Et qui sont plutôt à inscrire dans une gestion patrimoniale de l'immeuble, je pense, que dans une optique de retour sur investissement, parce que les dépenses sont énormes. Thomas Vigneron, des précisions à apporter ? À ces postes de travaux, on peut ajouter un poste de travaux intéressant sur le chauffage collectif, le calorifugage des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui permettent de faire énormément d'économies d'énergie à un coût très bas. Et je rejoins la non-pertinence de l'isolation par l'extérieur. Elle est intéressante si un ravalement de façade est envisagé pour cumuler à la fois les coûts de ravalement et les coûts de travaux d'isolation.
Justement, Thierry Solos, avec votre expérience, quels sont, selon vous, les travaux les plus efficaces en termes de rénovation énergétique ou qui ont le meilleur rapport coût-économie d'énergie? Alors, vous avez l'isolation des combles. Quand c'est possible, quand on n'avait pas de toit-terrasse, l'isolation des combles, c'est une dépense minime et on fait des économies qui vont jusqu'à 30% de la consommation du bâtiment. Enfin, c'est ce que je vois, mais en retour sur les consommations qu'on a. Vous avez les isolations de sous-face de plancher de cave qui sont très efficaces aussi, mais plus coûteuses. Les décomptages de calories pour les systèmes de chaufferie collectif, puisque c'est peu coûteux à mettre en place. Aujourd'hui, on a des systèmes avec des capteurs de calories qu'on pose sur les radiateurs, avec un système on n'a même plus de relevés. Les relevés se font par radio. Donc, c'est très peu coûteux à mettre en place. C'est très efficace. Et je vous dis, ça responsabilise grandement les gens sur leur consommation. C'est ce que je vois de plus pertinent. Et je vous dis, les productions d'eau chaude et les systèmes de chauffage. Ça, c'est vraiment les quatre dépenses que je vois, que j'identifie, qui sont efficaces et pertinentes et qui engagent des dépenses qui sont quand même tout à fait acceptables et supportables par les copropriétaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est la problématique qu'on a. On a souvent dans les copropriétés, dans le parc que je gère, des gens qui sont à la retraite, donc pas forcément des revenus énormes et qui n'ont pas le moyen de financer ce genre de dépenses. Thomas Vigneron, vous partagez ce constat avec votre expérience? Tout à fait. Donc, et on peut ajouter donc, du coup, le calorifugage des réseaux, qui est à la fois un gain réel sur les factures important et également dans les méthodes de calcul. Et notamment sur ces bâtiments des années 60, il y a aussi un problème de ventilation qui se pose dans ces bâtiments. Et donc, il était intéressant aussi de travailler sur le système de ventilation qui peut permettre aussi de gagner en performance. Tous ces travaux ont un coût extrêmement important. Thomas Vigneron, est-ce qu'on peut bénéficier d'aide? Oui, alors ce qu'il faut savoir en copropriété, grosso modo, c'est que les quotes-parts de travaux pour des travaux, on va dire performance, c'est entre 10 et 20 000 euros par copropriétaire. Les subventions vont pouvoir être débloquées, en tout cas des subventions importantes, à partir d'un gain énergétique de 35% par rapport à l'état initial. Donc c'est un gain qui est compliqué à atteindre, qui est même impossible à atteindre avec un seul poste de travaux. Donc il faut grouper plusieurs postes de travaux pour pouvoir atteindre ce gain. Et les subventions sont collectives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères individuels qui entrent en jeu, pas de conditions de revenus, de statut d'occupation. C'est la copropriété et son projet qui est éligible. Et à partir de là, l'aide est versée au syndicat des copropriétaires et répartie ensuite au tantième entre chaque copropriétaire. Et les subventions, donc il y en a deux. Il y a MaPrimeRénov' copropriété qui est l'aide de l'État. Et vous avez les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont une aide d'origine privée qui proviennent des pollueurs, entre guillemets, donc Engie, Total, etc. Mais le reste à charge reste important pour un propriétaire. Thierry Solos, comment trouver un financement ? Alors, pour trouver un financement, les copropriétaires généralement sont des retraités, donc pas forcément les finances. Et la grosse avancée a été la réforme du prêt copropriété. Le prêt copropriété jusqu'à maintenant était quasiment impossible à mettre en œuvre, trop complexe, trop technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la refonte, mais aujourd'hui c'est assez simple en fait de mettre en place un prêt copropriété. Et c'est le coprêt au zéro, donc c'est vraiment un gros avantage et une grosse avancée pour financer tous ces travaux. Ça c'est vraiment la principale chose, avec ces aides qui ont été réformées aujourd'hui, puisqu'en fait ces aides sont indépendantes des revenus des copropriétaires, puisqu'elles sont allouées à la copropriété en fonction du gain énergétique que vont générer les travaux. Et ça, c'est déterminant parce que le frein qu'il y avait dans les copropriétés, c'était les copropriétaires vous disaient non, on n'a pas les moyens, on ne vote pas les travaux et on ne fait pas les travaux, puisqu'on ne peut pas bénéficier de ces aides ou en fonction de nos revenus. Donc il y avait une inégalité entre les copropriétaires auxquelles ces réformes législatives ont remédié. Et ça, c'est vraiment une grande avancée et ça va simplifier le déclenchement des travaux dans les copropriétés. Thomas Vigneron, vous pensez à d'autres financements peut-être qui n'ont pas été évoqués ? Alors, je souhaitais préciser que, par rapport à votre question précédente, que les subventions, au total, on peut espérer 30 à 40% de subventions par rapport au coût des travaux directs. Et ensuite, pour revenir sur les prêts, effectivement, c'est probablement les coprêts à taux zéro collectif la meilleure idée de l'État, puisque ça permet à des copropriétaires qui n'auraient pas les moyens de financer les travaux par eux-mêmes ou d'aller voir leur banque pour avoir un prêt individuel, de quand même trouver une solution de financement et ne pas bloquer les travaux dans la copropriété. Alors on va continuer à s'appuyer sur cet exemple de cet immeuble construit dans les années 60. Le projet global de rénovation de cet immeuble prévoit le remplacement des fenêtres qui sont d'origine, donc qui ont un caractère privatif. Robert Sicuto, concrètement, suis-je obligé de procéder à leur remplacement ?
À partir du moment où des travaux sont votés en Assemblée générale, elles vont s'imposer à l'ensemble des copropriétaires. Donc il va falloir que je change effectivement mes fenêtres. Donc oui, elles vont s'imposer. Thierry Solos, si mon logement était équipé d'un chauffage individuel, est-ce que j'aurais l'obligation de réaliser les travaux? Est-ce que cela aura des conséquences pour le bénéfice des aides et sur le classement de l'immeuble? Le chauffage est un élément privatif. On ne peut pas vous imposer cette réfection du système de chauffage. Par contre, effectivement, ne pas faire ces travaux va avoir une incidence sur la classification de votre logement. Et donc ensuite, sur la possibilité de le louer si vous êtes mal classé. Ça, effectivement, on ne peut pas imposer ces travaux aux copropriétaires. Pour mettre en œuvre donc une rénovation de ce type, des prises de décision en AG sont nécessaires. Quels sont vos conseils et les différentes étapes à prévoir? Quelles sont-elles? Car une AG ne devrait pas suffire, j'imagine. Une AG ne suffira pas. Je pense qu'il y a un long travail pédagogique à faire auprès des copropriétaires. Il y a un travail amené avec le conseil syndical, qu'il faut à tout prix associer à cette démarche, parce que le conseil syndical est un élément déterminant dans une copropriété. Donc c'est un travail de longue haleine. Il va falloir commencer par une assemblée générale qui va voter le principe du DPE et éventuellement du DTG en même temps. Ensuite de cela, il va falloir valider les études et les travaux, déclencher l'intervention des différents intervenants, maîtres d'œuvre, architectes et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir des appels d'offres, et validation et choix des entreprises. Donc on est sur un minimum de 3 à 4 assemblées générales, et la mise en œuvre, comme une assemblée générale en principe elles sont annuelles, on peut faire des assemblées générales exceptionnelles, mais bon, multiplier les assemblées générales c'est un coût pour la copropriété, donc on est au minimum pour la mise en œuvre de ce genre de plan sur 4 ans à peu près, je pense. Et ensuite des travaux qu'on va échelonner, alors après c'est vrai que pour bénéficier des aides on doit faire un bouquet de travaux, mais voilà, après on est sur, je vous dis, allez, on peut estimer 7 ans avant de voir terminer ces travaux de rénovation, je pense. Justement, Thomas Vigneron, l'un des soucis majeurs actuellement, c'est de trouver des entreprises qui peuvent réaliser ces travaux. Comment France Rénov peut aider sur ce point? Donc on peut mettre à disposition des listes de professionnels référencés, donc qualifiés par exemple RGE, qui est un label qui est obligatoire pour obtenir les subventions. On peut, en fonction des travaux, aider la copropriété aussi à se munir des bons prestataires, donc maître d'œuvre, assistant à maîtrise d'ouvrage, en mettant à disposition, par exemple, un cahier des charges. Concrètement, est-ce qu'il faut avoir recours à un architecte, à un bureau de contrôle, ou France Rénov peut assurer ce rôle? Alors non, on n'assure pas le rôle de maîtrise d'œuvre ou d'assistant à maîtrise d'ouvrage. On est plutôt un facilitateur, donc on aide la copropriété à se munir des prestataires privés qui vont pouvoir l'accompagner plus longuement. Un architecte, un maître d'œuvre, c'est obligatoire à partir d'un certain montant de travaux. Et les assurances, de toute façon, vont vous les demander obligatoirement, notamment l'assurance dommage ouvrage. Voilà. Alors, Thierry Solos l'a évoqué tout à l'heure. Je vous pose la question à votre tour, quelle est votre estimation de la durée du processus de rénovation, depuis la décision jusqu'à l'achèvement des travaux? On est sur les durées qu'il a évoquées, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, puisqu'il faut au minimum 3 assemblées générales, donc avec les délais légaux à respecter, etc., de validation, de signature de devis, plus le temps de montage des subventions, des prêts collectifs et la réalisation des travaux. On est sur ces tranches de temps-là. Thierry Solos, la situation, on l'a compris, semble très favorable aux bailleurs de logements en copropriété. Est-elle identique pour les propriétaires de logements qui, eux, ne sont pas en copropriété? Alors, les propriétaires de logements qui ne sont pas en copropriété ne bénéficient pas de subventions qui ne tiennent pas compte de leur situation patrimoniale et de leurs revenus. C'est ça la grande différence par rapport aux propriétaires bailleurs qui sont détenteurs d'appartements dans des copropriétés. On ne va pas tenir compte de leur situation de revenus. Et donc, c'est un gros avantage, en fait. Robert Sicuto, concrètement, si la copropriété refuse de réaliser les travaux, est-ce que je peux réaliser des travaux dans mon logement pour le rénover énergétiquement si je suis le seul propriétaire bailleur et si mon logement est classé G, par exemple? Bien évidemment, je vais pouvoir faire des travaux de rénovation intérieure. Donc, je vais travailler sur l'isolation, sur la ventilation, comme je vous indiquais tout à l'heure, ou sur le mode de chauffage. Et je vais pouvoir effectivement gagner en performance énergétique. Oui, je vais donc pouvoir faire mes travaux. Et concrètement, si mes travaux permettent de passer en catégorie B, dans le cas où la copropriété décidait de les réaliser plus tard, est-ce que j'aurai à payer
à nouveau ces travaux inutiles pour mon propre logement? Alors, tout dépend des travaux, parce que effectivement, c'est sur la partie de c'est l'ensemble de la copropriété. Si par exemple c'est une isolation des combles, je vais être obligé de payer de toute façon cette isolation des combles. Je vais être obligé, si c'est un ravalement isolant, je vais être obligé de le payer, malgré que j'ai moi-même fait mes travaux en interne. Emma Fred, bonjour à vous, bienvenue. Vous êtes cofondatrice d'Optimo, donc un service en ligne destiné à aider les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur logement. Votre outil d'analyse intelligent et donc 100% digital propose des scénarios de travaux pour améliorer la note de diagnostic de performance énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Avec plaisir. Donc effectivement, on l'a évoqué, il y a aujourd'hui une pression énorme sur les propriétaires et copropriétaires liée à ces sujets de performance énergétique. Nous, chez Optimo, on a effectivement développé une solution pour proposer les travaux les plus optimisés pour gagner une de 3 classes. Et cela aujourd'hui disponible sur toute la France. Et vous présentez cette solution dans une courte vidéo. Je vous propose de la regarder. Chez Optimo, nous permettons aux propriétaires de maîtriser leur rénovation énergétique en leur fournissant les bonnes informations. Quoi faire, combien cela coûte et avec qui travailler. La rénovation des bâtiments, c'est un pilier de la transition énergétique. En France, 40% des logements doivent être rénovés à moyen terme pour respecter le plan d'efficacité énergétique voulu par l'État. Le problème, c'est que la plupart des propriétaires immobiliers ne savent pas quels travaux vont être réellement efficaces, quel budget ces travaux représentent et la performance finale à laquelle ils peuvent arriver. Nous développons chez Optimo une technologie innovante qui nous permet, en partant du DPE actuel du logement et des ambitions du client, de générer 3 scénarios de travaux optimisés. Concrètement, vous avez un bien en G et vous voulez le passer en C. Nous vous indiquons les travaux à faire, le budget que cela représente, ainsi que les économies d'énergie que vous allez réaliser. À partir de ces informations, nos clients sont donc en mesure de prendre les bonnes décisions, en fonction de leur budget et de leurs attentes, non seulement en termes de réduction de consommation d'énergie, mais aussi en matière de perte d'espace, par exemple. Nous proposons ensuite un accompagnement dans la réalisation des travaux, en orientant le client vers les subventions adéquates et en le mettant en relation avec un réseau d'artisans labellisés. Emma Fred, que doit faire un propriétaire pour obtenir une analyse personnalisée par Optimo? Donc pour réaliser une analyse, nous avons uniquement besoin du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, et d'images du bien, photos, vidéos, visites virtuelles, en fonction de ce que le propriétaire ou son gestionnaire a à disposition. Sur la base de ces éléments, c'est ce que j'expliquais, notre technologie va générer 3 scénarios les plus optimisés pour un gain énergétique. Et quel est le délai de traitement? Alors aujourd'hui, nous considérons que nous avons un délai de traitement de 72 heures pour réaliser cette étude, ce qui est beaucoup plus rapide, par exemple, que pour réaliser un audit énergétique, qu'on va souvent compter plutôt en semaines. Mais dans un cas d'un propriétaire pressé, ce délai peut être encore réduit. Et est-ce que vous avez des artisans agréés RGE? Tout à fait. Donc une fois l'étude réalisée, nous proposons au propriétaire de le mettre en relation avec un professionnel pour la réalisation des travaux. Et sur ce sujet du label reconnu garant de l'environnement, donc RGE, nous travaillons en bonne intelligence, c'est-à-dire que pour des propriétaires qui peuvent avoir des aides, nous proposons des professionnels RGE. Et pour les propriétaires qui ne sont pas éligibles, nous avons également des professionnels du bâtiment que nous avons labellisés, avec qui nous travaillons. Et concrètement, combien coûte ce service? Donc cette étude, dans laquelle vous trouvez 3 scénarios d'amélioration, est facturée à partir de 350 € TTC pour le propriétaire. Et pour le groupement, nous avons donc un tarif préférentiel, une réduction de 15%, soit environ 50 € TTC, ce qui permet aux professionnels de l'immobilier de revendre notre service au prix de marché. Emma Fred, merci à vous et merci à tous. Je vous propose maintenant de passer à notre prochaine séquence. Elle est dédiée à la sécurisation des locations et aux assurances. Fabrice Le Discord est huissier de justice à Palaiseau. Dans son étude, où le constat représente 50% de l'activité, Maître Le Discord exploite les possibilités des nouvelles technologies. Donc je suis sur le lieu du constat. Le sol est réalisé en pavé dit parisien.
L'ensemble est en bon état. Nous avons un affaissement à proximité du passage pour piétons. La bande phototactile est elle-même affaissée. De l'eau la recouvre. Alors aujourd'hui, il m'est demandé donc de constater tous les éléments encadrant une allée qui va faire l'objet de travaux. Mon client, qui est un spécialiste du BTP, va réaliser les fameux travaux. Donc je dois constater essentiellement les défauts qui seraient de nature à être reprochés à mon client. Master Report a révolutionné mon activité. Je faisais 700 constats par an. Désormais, je suis à plus de 1000, avec beaucoup plus de simplicité, d'indépendance. Je peux rendre mon constat en maximum une semaine, mais les 3/4 du temps, je le rends dans l'heure. Les avantages de Master Report permettent de faire de la vidéo, mais aussi des photos, avec la possibilité d'y insérer un certain nombre d'éléments, comme ici, donc, un cercle avec une flèche, et d'y rajouter des annotations ici, qui viendront s'insérer au pied de la photo. Master Report permet de tout faire sur place. Nous avons un seul appareil, plus besoin d'ordinateur, plus besoin de rentrer à l'étude, et de transmettre le constat immédiatement, soit sur un support USB, soit de l'adresser par mail au client. Chez L'Oréal, nous portons une grande importance à l'intégration et à l'accueil de nos collaborateurs, et donc la garantie Visal permet d'accompagner au mieux nos collaborateurs à l'occasion de cette intégration. Je pense qu'Action Logement et L'Oréal partagent les mêmes valeurs d'un point de vue équité, inclusion, diversité. N'hésitez pas à utiliser ce dispositif de garantie Visal. C'est un moyen de favoriser le recrutement et d'être un vrai levier également au sein de votre politique RH. On commence cette nouvelle séquence par un constat. Depuis une dizaine d'années, le nombre des commissaires de justice qui pratiquent l'administration d'immeubles est en forte augmentation et le mouvement tend à s'accélérer ces derniers mois. Le groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles est là depuis plus de 10 ans pour les accompagner au quotidien, les former, les informer, mais aussi les conseiller. À ce titre, il y a un sujet très important à aborder, celui des impayés de loyer. Même si toutes les précautions sont prises à l'entrée dans les lieux du locataire, eh bien, tous les acteurs de la gestion locative s'accordent à le dire. L'année 2023 a connu une augmentation du taux des impayés. On en parle avec vous, Corinne Elichéry-Cormier. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes une spécialiste du contentieux locatif et vous connaissez très bien le marché de la sécurisation. D'abord, est-ce que vous pouvez confirmer ce constat ? Oui, bonjour. L'augmentation des impayés est un sujet important pour le bailleur, qui est sa principale crainte quand il met un locataire dans son logement. Et du coup, on a constaté en 2023, il y a eu des études qui ont été menées par ImoDirect, qui ont été confirmées par un rapport de l'ADIL 75, qui a annoncé qu'il y avait une forte augmentation des impayés sur l'année 2023. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'impayés, mais des retards de paiement. Donc il faut vraiment être vigilant pour poursuivre les paiements, pour éviter justement qu'on tombe dans de l'impayé avec de la procédure, mais les retards ont vraiment explosé, surtout en Île-de-France. Donc ce phénomène a été aussi constaté de façon importante chez les bailleurs sociaux, puisque lors d'une réunion qui s'est tenue au mois de novembre dernier, la Confédération Générale du Logement a annoncé que le secteur du logement social avait subi aussi une aggravation des loyers impayés, et leur taux d'impayé est passé de 3 à 8% sur l'espace d'un an. Sur le secteur locatif privé, on reste sur des taux qui étaient
avant Covid, donc les taux quand même ont légèrement remonté. Aujourd'hui, on est sur des taux de 2-3% à peu près du parc locatif privé. L'inflation, c'est aussi un facteur qui a joué dans l'augmentation de cette tendance? Tout à fait, puisque normalement, c'est surtout les accidents de la vie qui sont à l'origine des impayés de loyer, la maladie, la perte d'emploi, mais surtout la séparation. Et ces temps-ci, avec l'augmentation des coûts, ça vient impacter les logements les plus modestes. Et du coup, d'où ces retards de paiement et qui se génèrent parfois en impayés avec procédure à la clé. Donc d'ailleurs, cette dégradation des impayés se constate aussi par la Banque de France, qui a annoncé qu'il y avait des taux supérieurs à la moyenne dans le remboursement des crédits consommation ou des crédits immobiliers. Donc en aparté, en dehors de ces loyers impayés, effectivement, il y a un marché extrêmement tendu au niveau de la location et on remarque qu'il y a une fraude au dossier locataire avec tous ces nouveaux outils numériques et quand on est un petit peu habile à falsifier les documents, on peut avoir des locataires qui vont présenter des faux bulletins de salaire ou des contrats de travail erronés, voire des avis d'imposition. Donc là, il faut être extrêmement vigilant aussi, et c'est tout le rôle de l'intermédiaire de gestion, du commissaire de justice, administrateur d'immeuble, que d'être là pour bien encadrer la mise en place du contrat de location et du locataire dans les lieux. Et vous observez également une augmentation des fraudes? Tout à fait. Celle-là, elle est avérée, surtout en région parisienne. On dit qu'il y a un dossier sur 5 qui comporte des pièces frauduleuses. Donc il s'agit de faire bien attention. Effectivement, aujourd'hui, il est important de bien accompagner son client bailleur et de l'orienter vers les bonnes garanties. On sait qu'aujourd'hui, spontanément, le bailleur va s'orienter vers la caution personne physique, qui est la garantie préférée et numéro 1 du bailleur. Mais pour autant, si juridiquement elle est intéressante, on sait qu'en pratique, ce n'est pas forcément la plus intéressante, puisque la solution du cautionnaire va évoluer dans le temps. Et au moment où on va devoir l'actionner, elle sera peut-être plus intéressante. Donc il faut se tourner vers des solutions de sécurisation beaucoup plus fiables. Et justement, donc vous parlez de sécurisation locative plus fiable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, aujourd'hui, il y a des acteurs sur le marché qui existent et qui sont là pour accompagner les bailleurs, donc pour garantir le paiement quoi qu'il arrive, même si le locataire est défaillant. On l'a dit tout à l'heure, la caution personne physique, au moment où elle va être actionnée, si le locataire est en défaut de paiement, à ce moment-là, elle va pouvoir, sa situation a pu changer, il peut être insolvable, de mauvaise foi ou s'être fâché avec le locataire. Et le bailleur sera obligé d'engager une procédure contre son cautionnaire, enfin contre le cautionnaire, et surtout, il n'obtiendra pas le paiement du loyer sur demande. Donc pour cela, il faut se tourner vers des acteurs du marché qui sont professionnels et qui accompagnent effectivement la garantie du loyer impayé. Donc il y a deux sortes d'acteurs. Il y a les assurances qui font de la garantie loyer impayé, de la GLI. Et donc il y a un dispositif aussi qui s'appelle le dispositif Visal, qui est porté par Action Logement et qui est un cautionnaire personne morale qui est là pour payer les loyers sur première demande. Donc l'avantage de ces solutions aussi, c'est que elles vont couvrir également les détériorations immobilières, puisque bien souvent, quand il y a loyer impayé, les commissaires de justice en savent quelque chose. Il y a souvent aussi de la dégradation immobilière, et l'avantage de ces solutions, c'est qu'elles accompagnent aussi le bailleur sur l'indemnisation de la dégradation immobilière, et elles vont prendre aussi en charge les frais de procédure qui peuvent être importants si l'expulsion doit être réalisée à son terme. Et quelles solutions proposez-vous ? Donc aujourd'hui, on est là pour présenter deux partenaires avec lesquels le groupement aujourd'hui travaille. Il y a Jérôme Drunat qui est là pour parler du dispositif Visal. On est en train aujourd'hui de mettre en place un partenariat qui donnera de la visibilité aux commissaires de justice pour faire connaître cette activité au grand public. Et on collabore aussi avec un partenaire assurance loyer impayé qui nous accompagne déjà sur plusieurs salons et qui travaille avec un certain nombre de commissaires de justice aujourd'hui. C'est la société ODA Lim qui est représentée par Guy Perrault.
Et effectivement, on continue à en parler avec vous, Jérôme Drunat. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur général de l'APAGL, structure du groupe Action Logement en charge du pilotage de Visale. Donc, dans les rapports locatifs, il semble bien que la notion de confiance ait toute son importance. Celle-ci doit exister entre le bailleur et le locataire. Dans cette relation de confiance, quelle peut être la place d'un dispositif tel que Visale, justement ? Bonjour. Tout d'abord, je remercie le groupement des commissaires de justice, administrateurs d'immeubles, de effectivement avoir initié avec nous cette volonté de signer un partenariat. On estime que c'est vraiment un partenariat très important pour nous, pour les partenaires sociaux en fait, du groupe Action Logement. Et plus que en fait, la question de confiance, moi je parlerais plutôt de sérénité. C'est un enjeu vraiment très important, ce couple confiance-sérénité pour les partenaires sociaux, puisque je rappelle, le dispositif Visale, il a comme objectif de faciliter l'accès au logement, pour faciliter l'accès à l'emploi. Et c'est un enjeu social très important pour les partenaires sociaux d'Action Logement. Or, cette sérénité, comment en fait Visale l'apporte ? Il l'apporte à la fois pour le bailleur et pour le locataire. Pour le bailleur, comment il va apporter cette sérénité ? Déjà, en fait, c'est le groupe Action Logement qui va déterminer l'éligibilité du locataire. Donc, en fait, on va déterminer si le candidat locataire est éligible. Et une fois qu'on aura déterminé que le candidat locataire est éligible, on ne reviendra pas du tout sur cette éligibilité. Donc, premier élément de confiance, c'est que le bailleur est certain d'avoir un candidat, une fois qu'il aura le visa, en fait, il est certain d'avoir un candidat en fait éligible. Deuxième élément de confiance, c'est que le groupe Action Logement est un groupe en fait solide. 90 milliards de total bilan, donc on est a priori assez financièrement solide pour pouvoir payer des bailleurs en cas d'impayé de loyer ou de dégradation locative. Troisième élément de confiance, et effectivement ça a été évoqué, en fait, c'est que dans la garantie Visale, on prend en charge toute la procédure de recouvrement et d'expulsion. C'est-à-dire que le bailleur, en fait, n'a absolument rien à faire. Aucune action, aucun frais à payer. Donc, en fait, ça, c'est un élément de confiance très important parce qu'on sait que ces procédures-là sont souvent complexes, longues, et sont souvent, en fait, créent de l'anxiété auprès des payeurs. Donc ça, c'est pour le bailleur. Pour le locataire, élément de confiance, c'est que tous les locataires, aujourd'hui, ne peuvent pas apporter une caution. Et donc le fait de pouvoir accéder à une caution d'Action Logement, de pouvoir en fait mettre dans leur dossier de location en fait le fait qu'ils sont éligibles, en fait c'est un élément de confiance important. Dans tous les sondages qu'on peut faire, en fait ça montre que c'est un élément de confiance important. Et effectivement en fait cette confiance en fait leur permet aussi de mieux défendre leur candidature auprès des bailleurs. Et donc on voit bien en fait que cette confiance est vraiment primordiale en fait dans cette future relation bailleur-locataire. Et au vu des résultats, plus d'1,3 million de contrats distribués depuis 2016. 95% des bailleurs sont satisfaits du dispositif, 78% des locataires sont satisfaits. On voit que la confiance marche bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la garantie Visale concrètement ? C'est assez simple, c'est un dispositif complètement dématérialisé. Donc, je suis candidat locataire, je cherche un logement, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur visale.fr et à ce moment-là, je vais me créer un compte personnel et je vais en fait remplir un certain nombre d'informations pour déterminer si je suis éligible ou pas. Si effectivement je suis éligible, à ce moment-là, on va me fournir un document PDF qui est un visa, ce qu'on appelle un visa, qui détermine clairement le fait que je suis éligible. Je mets ce visa dans mon dossier de location et je vais visiter les biens que je veux. Et une fois que j'ai trouvé un bien et un bailleur, à ce moment-là, si le bailleur souhaite utiliser le dispositif Visale, à ce moment-là, lui également, il viendra sur le site visale.fr, il va créer son espace personnel et en quelques clics, en fait, il va obtenir son contrat de cautionnement. Puisqu'en fait, il aura la certitude qu'il en face de lui, il a un candidat qui est éligible à Visale. Et donc voilà. Et donc le cautionnement en fait sera effectif au moment de l'entrée dans les lieux. Donc c'est vraiment très très simple. Ça va très vite en termes de certification, en fait, d'éligibilité. En fait, on met en moins de 48 heures pour déterminer si un candidat est éligible ou pas. Et ça va encore plus vite pour le contrat de cautionnement puisque ça se fait en quelques clics. Donc en quelques minutes, vous avez votre contrat de cautionnement. Et quels sont ces critères d'éligibilité justement et quelles sont les conditions d'indemnisation ? La volonté des partenaires sociaux d'Action Logement, ça a été de cibler le dispositif. On veut, en fait, voilà, il y a d'autres dispositifs. On va en parler après, mais notre volonté, en fait, c'est de pouvoir appuyer certaines candidatures qui, habituellement sur le marché, n'étaient pas sélectionnées par les bailleurs. Quand je dis ça, en fait, je parle de couples ou de personnes qui ont des taux d'effort supérieurs à 33%, le rapport loyer sur ressources supérieur à 33%, ou des gens qui ont des contrats à durée déterminée. Ça, c'est des critères qui ne sont pas habituellement choisis par les bailleurs. Et donc, en fait, on a voulu donc cibler un certain nombre de personnes. Donc, pour les moins de 30 ans, on prend tout le monde, mais on va jusqu'à un taux d'effort de 50%. Et par contre, on a des
des plafonds d'exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas prendre de loyer supérieur à 1 500 € en Ile-de-France, 1 300 € hors Ile-de-France. Et pour les étudiants, on ne va pas prendre de loyer supérieur à 800 € en Ile-de-France et 600 € hors Ile-de-France. Ce qui nous permet en fait aussi de, non seulement sur le critère d'éligibilité, mais via le loyer de plafond d'exclusion, en fait, de aussi maîtriser en fait, la population qu'on veut toucher. Pour les plus de 30 ans, c'est un peu différent. Là vraiment, l'objet, c'est de faciliter la mobilité professionnelle et résidentielle. Donc, pour les plus de 30 ans, en fait, il faut être en double mobilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir changé d'emploi et changé de logement pour pouvoir y accéder, avec les mêmes conditions de taux d'effort et les mêmes conditions de plafond, où vous pouvez gagner moins de 1 500 € net par mois. Et à ce moment-là, vous pourrez accéder en fait au dispositif. Et ça, quelle que soit la raison pour laquelle vous déménagez. Votre famille s'agrandit, vous voulez en fait changer de logement parce qu'il est trop petit, voilà. Donc plus de 30 ans, c'est 2 critères. Ensuite, on va également en fait prendre tous les baux qui ont été signés via des baux de mobilité, bail mobilité, qui a été mis en place assez récemment par l'État. Et enfin, il y a une dernière population qu'on prend qui est plus minime, mais c'est tous les gens qui passent par ce qu'on appelle l'intermédiation locative, c'est-à-dire en fait par les AIVS, les agences immobilières à vocation sociale. Ben, toutes ces personnes-là en fait peuvent aussi bénéficier de Visale. Donc c'est assez large, mais ça reste quand même très ciblé sur des populations qui habituellement ne sont pas soit pris en charge par la GLI, soit sélectionnées par les bailleurs. Et là, depuis le 4 juin, on a ouvert le dispositif au logement des saisonniers. Donc en fait, Visale est maintenant aussi accessible aux saisonniers. On continue à explorer les solutions d'assurance avec vous, Guy Perrault. Bonjour à vous. Vous êtes directeur général d'Odéalim Brun et JCD. Au-delà donc de la solution proposée par Visale, quand le candidat locataire ne remplit pas les conditions d'éligibilité, par exemple en raison de son âge ou en raison de ses revenus, eh bien les bailleurs peuvent faire appel à des acteurs privés de l'assurance pour couvrir l'ensemble des risques immobiliers. Alors en plus de l'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, qui couvre les risques liés à l'immeuble, le bailleur peut souscrire aussi, et c'est notre sujet, à la garantie des loyers impayés et ou des dégradations et frais de procédure. Quelles sont les solutions justement proposées par Odéalim en matière d'assurance? Bonjour, tout d'abord merci de m'accueillir autour de cette table. Juste quelques mots sur Odéalim. Odéalim est un courtier d'assurance dédié à l'assurance du marché de l'immobilier. Dans l'immobilier, 2 grands métiers. Le premier métier, c'est le métier de l'immeuble. Et le deuxième métier, c'est le métier de la gestion locative. Donc là, nous, on intervient et j'interviens sur la partie gestion locative. Alors, Odéalim, après le dispositif Visale, est probablement le premier courtier en matière de couverture de garantie loyer impayé avec 250 000 lots garantis. Pour ce qui concerne le groupement des commissaires de justice, on a un partenariat qui a démarré en 2019 avec une offre un peu atypique sur ce marché-là, puisqu'en fait, on donne une certaine liberté au commissaire de justice du fait de la spécificité de son métier, de la connaissance de l'impayé de loyer, pour pouvoir en fait avoir l'ensemble de ces lots éligibles à la garantie loyer impayé. C'est-à-dire que, contrairement aux critères habituels de la garantie loyer impayé, avec le groupement des commissaires de justice et administrateurs d'immeubles, on donne l'entière liberté sur le choix des locataires. Donc, le commissaire peut choisir en fonction de ses propres critères si le lot est éligible ou pas. Et quelles sont les conditions d'indemnisation? Concernant les conditions d'indemnisation, on revient dans des positions assez classiques. La garantie loyer impayé, il y a généralement 3 items de garantie. La première garantie, c'est la garantie principale d'impayé loyer, avec un capital sans durée de garantie, mais avec un capital à 100 000 €, donc on est quand même sur un impayé largement, un plafond largement dimensionné. On a un deuxième item de garantie qui concerne les dégradations locatives qui sont imputables aux locataires au moment de la reprise des lieux et de l'état des lieux de sortie. Et enfin, on a un volet protection juridique qui concerne en fait les litiges issus du bail, naturellement en dehors de la garantie loyer impayé, puisqu'elle fait l'objet de la garantie principale. Guy Perrault, merci beaucoup à vous. Merci également à vous, Jérôme Druna. Merci à Corinne Elichéry-Cormier pour toutes ces explications. On poursuit ces 9e assises avec un nouveau chapitre consacré au logiciel Orisha, syndic de copropriété.
On va justement voir avec nos invités à quel point le choix d'un logiciel est primordial. Pour rappel, parmi les différentes activités qui peuvent être exercées par le commissaire de justice administrateur de biens, il y a celle de syndic de copropriété. C'est une activité à la fois juridique, technique et relationnelle. Le choix du logiciel informatique va donc avoir toute son importance pour satisfaire à toutes les obligations légales et réglementaires, mais aussi pour faciliter la tâche du syndic, tenir une comptabilité fiable et rigoureuse et pour garantir une utilisation conviviale de l'extranet pour les copropriétaires. Thierry Solos, vous exercez cette activité depuis de nombreuses années et vous le confirmez, le choix du logiciel, c'est absolument fondamental. Oui, Nina, le choix du logiciel, c'est quelque chose de primordial. Il nous faut un logiciel efficace, intuitif, qui réponde à nos attentes, facilement abordable par nos salariés et qui fonctionne et qui nous permette de sortir tous les documents nécessaires à la gestion d'une copropriété sans souci et sans encombre. Et je forme mes confrères à l'activité de syndic de copropriété. Et l'une des choses que j'ai découvertes et dont je me suis rendu compte, c'est que l'un des freins, en fait, au départ de cette activité, est l'obligation de choisir un logiciel, d'une part, mais l'autre souci, c'est la partie comptable. La partie comptable est importante et ça suppose d'avoir des salariés formés à cette comptabilité. Et quand on débute, on a généralement un immeuble. Embaucher un salarié pour cette tâche comptable n'est pas possible à temps plein. Et j'ai découvert le logiciel Quel de la société Orisha, qui en fait assure toutes les fonctions classiques d'un logiciel, mais en plus assure en back-office toute la partie administrative et comptable. Ce qui fait qu'en fait, on est débarrassé de ça et on peut se concentrer sur le côté relationnel de la copropriété, le côté gestion de l'immeuble et l'organisation des assemblées générales. Donc c'est une avancée pour nous et ça facilite le départ de cette activité pour les confrères qui le souhaitent. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ce logiciel Quel ? Ce logiciel Quel, il est déjà sur le web, donc c'est facile, on peut se connecter partout où que l'on soit. Vous vous déplacez sur une copropriété, vous avez à déclencher des travaux, vous pouvez prendre vos photos, déclencher vos demandes d'ordre de service directement sur place. Ça fait gagner énormément de temps. Vous n'êtes pas obligé de prendre vos photos, revenir à l'étude, partir sur un déclenchement de mail, ce qui est quand même assez pénible. Et ça fait perdre du temps. Et le gros avantage de ce logiciel, c'est surtout cette partie back-office qui assure la société Quel, qui est vraiment une nouveauté pour nous. C'est la première fois que je rencontre un logiciel qui présente ce genre de choses. Et vraiment, c'est un avantage. Et quand vous présentez ça aux confrères en formation, ils sont surpris et ça leur permet de franchir le pas, en fait. Tous ceux qui hésitaient se disent « Ah oui, là, c'est possible ». Aurélien Spiteri, bonjour. Vous commercialisez le logiciel Quel au sein du groupe Orisha Real Estate qui propose déjà le logiciel Wipimo pour la gestion locative, bien connu et apprécié d'ailleurs par les adhérents du groupement. Le groupe Orisha, nous en avons parlé ce matin, va également mettre en ligne le nouveau site administrateurdebiens.fr et le logiciel Immo Facile. Est-ce que vous pouvez nous parler à votre tour du logiciel Quel ? Tout à fait. Thierry a très bien déjà fait une bonne introduction du logiciel. Alors, c'est une solution qui existe déjà depuis 1988, donc dédiée au métier de syndic de copropriété. Donc, depuis toutes ces années, l'application n'a cessé d'évoluer, de se développer, de s'enrichir en fonctionnalités. Et c'est aujourd'hui un des logiciels les plus aboutis, les plus performants du marché. C'est une solution en ligne. Complètement en ligne. 100% web, donc accessible depuis un navigateur, un ordinateur Mac, Apple, un PC sous Windows. L'extranet est responsive design, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à la taille d'un écran. Donc un copropriétaire peut très bien accéder à toutes les informations issues de la copropriété depuis un smartphone, depuis une tablette, avec un ensemble de fonctionnalités, notamment d'événementiel, où un copropriétaire peut depuis justement son support mobile, mettre en avant un dysfonctionnement dans sa copropriété et informer directement le syndic. L'avantage d'une solution en ligne, c'est d'une part qu'il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de mise en service particulière, il n'y a pas d'installation physique du logiciel. Il est accessible depuis n'importe quel point d'accès. Les sauvegardes sont gérées
de notre côté. Vous avez une solution aussi qui est également conforme à la réglementation générale sur la protection des données. Donc très important aussi d'axer sur ce point-là. Et il n'y a pas de maintenance. Il n'y a rien pour l'étude au niveau de la maintenance. Et est-ce que vous accompagnez les adhérents et le groupement plus généralement dans la prise en main de ce logiciel, notamment en termes de formation ? Alors, l'offre globale inclut dans les prestations une formation continue au logiciel. Donc, de la prise en main jusqu'à des questions sur une fonctionnalité qui peuvent avoir lieu 1 mois, 2 mois, 1 an après la mise en service et l'utilisation, n'importe quel utilisateur est en mesure de pouvoir être formé. Donc, on va les accompagner à tout moment. Quand il y a un nouveau collaborateur qui arrive à l'étude, eh bien on va le former de la même manière que les premiers ont été suivis. Il y a également des modules accessibles en ligne pour pouvoir se perfectionner sur certains points, sans pour autant faire appel à la société qu'elle. Mais la plupart du temps, effectivement, les formations sont accessibles à tout moment pour les collaborateurs de l'étude. Mais est-ce que vous pouvez aller plus loin, justement, en termes d'accompagnement ? Est-ce que vous proposez un service d'externalisation des tâches administratives courantes, par exemple ? Alors, ce qui a été mis en avant précédemment par Thierry, justement, c'est toute cette partie back-office qui va être traitée par mes collaborateurs, par les collaborateurs de Quelle. Vous avez une solution qui a été développée spécifiquement pour travailler sur un système de double commande. Donc vous avez l'équipe qui va piloter l'activité, donc l'étude, et vous avez l'équipe qui vient assister les collaborateurs sur la partie comptable, administrative, reprise de copropriété. Donc à tout moment, l'étude va signer un nouveau mandat de gestion sur une copropriété, nous confier l'ensemble de la documentation, règlement de copropriété, etc. Et nos collaborateurs vont s'occuper de remplir le logiciel de l'ensemble des données afférents à la copropriété. On va pouvoir traiter également tout ce qui est génération d'appels de fonds, les rapprochements bancaires. Vous avez des solutions d'automatisation et un tableau de bord qui vient indiquer en temps réel les informations pilotées par les collaborateurs de Quelle et les tâches que doit réaliser l'étude au quotidien ou dans les semaines à venir. Aurélien Spiteri, merci beaucoup à vous. Merci également à vous, Thierry Solos, pour vos présentations. C'est la fin de cette journée extrêmement riche et c'est aussi la fin de cette émission. Je vais donc demander à tous les membres du bureau du groupement de me rejoindre sur ce plateau pour conclure ces 9e assises. Didier Duplat, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, voilà une journée qui s'achève de ces 9e assises du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. Ce fut une journée très dense. Nous avons abordé de nombreuses problématiques, de nombreux sujets qui sont des sujets d'avenir pour nous, avec toutes les bonnes nouvelles que nous avons vues. Bien sûr l'entremise, bien sûr le fait de pouvoir faire état de notre qualité. Tous ces sujets sont des sujets qui vont accompagner notre avenir professionnel dans le monde de l'immobilier. J'espère que vous avez trouvé durant cette journée de nombreuses informations qui resteront des informations encore à creuser. Nous vous aiderons pour cela à travers notre formation, à travers notre écoute et nous développerons pour vous de nombreux projets. Je vous souhaite donc une bonne rentrée chez vous. Nous avons passé une excellente journée en votre compagnie. Merci Didier Duplat, merci également à Sylvain Olagnon, à Corinne Eléchiri-Cormier, à Caroline Devim, Émilie Robert, Stéphanie Courtois-Le Fur, Thierry Solos, Mathieu Gama et enfin à Robert Sicuto. Et merci à vous pour votre attention. L'émission est maintenant terminée et rendez-vous l'année prochaine pour les 10e assises.